Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie, la troisième et dernière partie de la vidéo sur les couleurs. Celle-ci sera détendue et quand même beaucoup moins prise de tête, on parlera très peu de physique, voire même pas du tout en fait. Si un petit peu quand même, avec la synthèse soustractive, bon, enfin bref, ça sera un tout petit aparté sur le noir et blanc. Voilà, en revanche, je vous invite à voir ou revoir les deux premières parties sur la couleur, puisque sinon bah, vous n'allez pas vraiment comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Enfin, même si c'est pas toujours lié, il y aura quand même des petits manques. Pour cela, comme d'habitude, vous faites comme d'hab, vous cliquez sur le petit i qui se trouve ici, je vous mets les deux vidéos en question, pas de souci. Vous pouvez aussi me retrouver sur la page Facebook, le site brutdecapteur.fr. On a vu tout ce qui avait tendance à jouer sur les couleurs d'une image, à savoir la météo, la température de lumière qui éclaire votre sujet, l'intensité de la lumière, etc., etc. Mais ce que beaucoup de gens savent un peu moins, c'est que le matériel que vous utilisez aussi. Les boîtiers, mais pas seulement. Là où je veux en venir, c'est surtout sur les optiques. Les optiques que vous choisirez ont un contraste qui leur est propre. Vous allez me dire, en quoi le contraste nous intéresse-t-il? Eh bien, plus le contraste est important dans une image, et plus les couleurs qui y sont présentes seront saturées et denses. On verra peut-être ça d'ailleurs dans la partie post-traitement tout à l'heure. Or, toutes les optiques ne sont pas égales de ce point de vue. Même si c'est souvent des choses assez minimes, on se rend compte que selon l'objectif que vous utilisez, eh bien, et aussi les boîtiers d'ailleurs, vous aurez des différences significatives de rendu de couleur. Côté réglage, plus vous ouvrez votre diaphragme et plus vous risquez d'avoir des pertes de contraste. Vous avez même d'ailleurs certainement déjà lu ou vu des tests d'optique dans lesquels vous pourrez entendre des trucs du genre son contraste est très bon dès f 4.0 par exemple, ou encore une optique très contrastée dès sa pleine ouverture. Eh bien, en effet, selon les modèles d'optique, l'ouverture jouera aussi un petit peu sur le rendu et les profondeurs de vos couleurs. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il semblerait aussi que la montée ISO joue sur la plage dynamique de votre boîtier, et donc, par conséquent aussi, un petit peu sur vos couleurs. Ou encore, la fonction D-Lighting de chez Nikon jouera aussi de manière minime, mais jouera quand même aussi sur vos couleurs. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est bien sûr que tout ça est quand même très anecdotique. Et si vous travaillez en RAW, eh bien, de toute façon, c'est même pas du tout important de s'y intéresser, ou d'y prêter attention, puisque de toute façon, vous aurez de toute manière un travail colorimétrique en post-traitement. Et oui, car de manière intrinsèque, un fichier brut de capteur, pardonnez-moi l'expression, en tout cas un fichier RAW, manque cruellement de contraste, de saturation dans les couleurs, de profondeur de couleur, même de piqué. Donc, savoir que mon optique offre le meilleur contraste à 5.6, bah, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque de toute façon, vous ferez derrière un travail colorimétrique après la prise de vue. Là où on parlera d'ouverture optimale, bah, ce sera plutôt lorsqu'on cherchera le piqué optimal d'une optique. Mais en termes de couleur, ça n'a pas trop d'intérêt. En revanche, il fallait que je vous le dise, puisque ça influe quand même sur les couleurs. Alors, petit aparté qui va nous servir de transition, il faut aussi parler de l'exposition. Le fait de correctement exposer une photographie joue aussi sur ses couleurs. Si je surexpose une photo, je vais avoir tendance à désaturer un petit peu mes couleurs. L'exemple, enfin, à les rendre aussi un peu moins denses. L'exemple le plus courant que l'on rencontre le plus fréquemment, ça va être le fait d'avoir, quand on a des contrastes lumineux importants dans une image, comme ça peut être le cas ici, des ciels qui sont un petit peu surexposés. Alors là, ici, mon modèle jouit, entre guillemets, d'une lumière forte parce que j'ai un flash. Mais si on regarde le reste de l'image, comme ici, ou un peu en arrière-plan, on voit bien évidemment qu'on n'a pas du tout la même exposition que sur notre sujet. Mais le ciel est quand même légèrement surexposé pour avoir des couleurs assez, on va dire, réalistes. On constate donc que notre ciel est légèrement surexposé. Donc je vais ici par exemple utiliser un filtre gradué, ça peut être la solution. Et puis je vais aller légèrement sous-exposer mon ciel, donc je vais m'attarder uniquement sur la zone du ciel. Je vais aller vite, on n'est pas là-haut pour faire quelque chose de millimétré. Vous voyez, je vais sous-exposer légèrement mon ciel et on voit que les bleus s'intensifient quand même de manière très importante. Ici, je suis à moins un diaph quasiment, moins un IL, et on voit que, bien évidemment, notre ciel a quand même changé de physionomie. Si je fais un avant-après, on voit qu'effectivement, le bleu présent dans le ciel
était ici quasiment blanc, on n'avait aucune densité dans la couleur, aucune saturation, rien. Ce qui va me permettre donc de faire la transition sur le post-traitement, puisque on va voir un petit peu dans Lightroom tout ce qui régit un petit peu les couleurs. Alors, je vais repasser en mode Y, je vais réenlever tout ça. Voilà. Alors, le premier réglage, on le connaît tous, vous en avez déjà entendu parler, c'est bien évidemment la température de couleur. Ici, on a de manière naturelle une température de couleur très proche de la réalité. On voit que nos blancs ici sont vraiment blancs, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne assez bien. On va pas trop y toucher. D'ailleurs, si je vais chercher une zone de l'image, on va voir que normalement, il ne devrait pas trop la modifier, un tout petit peu, mais pas énormément. Voilà, je suis passé de 4850 à 5500, à 5050, pardon. Donc, on a vraiment bougé de que dalle. On a une vidéo entière sur la balance des blancs, donc je vais passer très vite là-dessus. Vous savez maintenant qu'on peut utiliser la pipette, on peut utiliser tout un tas de réglages personnalisés, etc. Pour toutes les personnes qui n'ont pas Lightroom, je leur conseille vivement de l'acheter, en tout cas de se le procurer. Voilà, hein, je travaille pas pour Adobe, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Achetez-le parce que c'est vraiment la référence en photo et c'est vraiment super. Maintenant, si vous travaillez avec d'autres logiciels, dans tous les cas, souvent ça fonctionne exactement de la même manière. Autre chose également qui joue beaucoup sur nos couleurs, ça va être le contraste. Le contraste est quelque chose qui joue sur nos couleurs, ça les rend souvent plus denses et plus profondes. Ce qui se passe en ce qui me concerne, c'est que j'ai des rendus souvent assez saturés au niveau de mes couleurs. C'est quelque chose qui m'est souvent reproché. C'est vrai, j'aime les couleurs saturées, j'aime les choses qui pètent entre guillemets. Donc j'ai tendance à saturer normalement mes couleurs. Et bizarrement, je ne touche quasiment jamais à la vibrance et à la saturation. Ou alors sur des valeurs extrêmement petites, plus 3, plus 9 maximum. Je suis vraiment sur des valeurs qui sont presque pas notables. Alors pourquoi j'ai des rendus de couleurs assez saturés? Parce que bien souvent, je vais avoir par contre tendance à beaucoup augmenter les contrastes de mes images. Et on va voir que le contraste d'une image va jouer sur nos couleurs. On va le voir ici au niveau d'une couleur qui est déjà assez saturée, à savoir le jaune de la veste de Clémence. Et on va le voir aussi, un peu moins, mais on va le voir quand même, dans le ciel. Le ciel va devenir encore un peu plus bleu. Vous voyez, si je tire mes contrastes, voilà. Si je fais un petit avant-après, donc là je vais vers des valeurs qui n'ont pas de sens, hein, c'est beaucoup trop, mais c'était pour montrer l'exemple, bien évidemment. Un petit avant-après, on voit quand même que c'est beaucoup plus dense. Voilà, ça fonctionne quand même très bien. La clarté aussi, si vous regardez la veste de madame, forcément, voilà, les couleurs sont tout de suite rehaussées, ce qui est logique. Ensuite, on a la vibrance et la saturation. Tout ça, je vais passer un peu vite parce que tout ça, c'est dans la formation Lightroom. Bien sûr, on l'a déjà vu. Effectivement, si je tire sur la saturation, on voit bien que ça sature. Mais bon, là, on est encore sur des valeurs beaucoup trop importantes. Vous voyez, la vibrance, c'est pareil, sauf que ça va jouer uniquement sur certaines couleurs. Tout ça peut se faire de manière zonale, bien évidemment. On peut très bien utiliser un pinceau si on a envie de ce genre de rendu pour le ciel, mais pas pour le reste de notre image. On pourrait très bien utiliser un pinceau ou un filtre gradué comme je l'ai fait tout à l'heure et agir également sur les mêmes paramètres. Là, j'agis de manière globale sur mon image. La balance des blancs, le contraste, la saturation, la clarté. Ça fait partie des choses qui jouent sur nos couleurs. Et l'exposition de votre image. Ensuite, bien évidemment, on va pouvoir travailler les couleurs de manière indépendante. On va travailler par exemple que sur notre rouge, que sur notre orange, etc., etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même revenir en arrière au niveau de mon filtre gradué. Et vous allez voir ici, par exemple, qu'en jouant rien que sur le bleu, on va pouvoir travailler de manière zonale. On n'était pratiquement pas obligé d'utiliser un filtre gradué, il nous suffisait de taper dans le bleu. Pourquoi? Parce que le bleu est quand même pas très présent sur le reste de notre image. Donc ici, par exemple, au niveau de la saturation, je vais augmenter la saturation de mes bleus, et bien j'obtiendrai le résultat que je voulais à la base. Pareil pour la luminance, tout ça je reviens pas dessus parce que ça fait partie de la formation Lightroom. Si jamais vous avez besoin de revoir tout ça, la formation Lightroom est très complète et elle vous apportera quand même beaucoup de choses. La luminance va avoir tendance à approfondir un peu les couleurs. En noir et blanc, alors en noir et blanc, la couleur est importante. D'ailleurs ça me fait penser à un truc. Je vous mets un extrait. Vulgaire? Tu trouves ça vulgaire? Oui, je trouve ça vulgaire, oui. Enfin là, quelque chose que je comprends pas. De toute façon, je vais te dire quelque chose, Natacha. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons, et je travaille en noir et blanc, moi, ici, hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon, ça va rendre fade, hein.
Tu vois, ça tu ne sais pas parce que tu connais pas ça, toi, c'est pas ton boulot. Voilà, donc comme François Damien le dit, la couleur en noir et blanc, c'est important. Alors il le dit mal et pas de la bonne façon, mais effectivement, il a raison. Il se trouve que, eh bien, en noir et blanc, il faut quand même tenir compte de nos couleurs. Et on le voit ici dans l'onglet noir et blanc, j'ai un mélangeur de couleurs. Alors ça peut paraître vraiment paradoxal, et pourtant ça a du sens. Puisque un noir et blanc, qu'est-ce que c'est? C'est du niveau de gris, c'est-à-dire que vous allez du blanc vers le noir, avec toutes les nuances de gris qu'il peuvent éventuellement y avoir entre les deux. Vous pouvez décider ce qui doit être noir et ce qui doit être blanc dans votre image noir et blanc. Autrement dit, par exemple ici, on le voit, notre ciel il ressort pas du tout. Pourquoi? Parce que les nuages sont blancs et que le ciel qui est bleu derrière est censé être quand même quelque chose de très clair. Donc forcément, eh bien, ça va tirer aussi vers le blanc. Du coup, mes nuages, par exemple, ne se détachent pas du tout du reste de l'image. Donc on va pouvoir dire à notre logiciel, bah voilà, ouais, tout ce qui est bleu, moi je veux plutôt que ça tire vers le noir plutôt que vers le blanc. On va pouvoir tout simplement aller tirer sur la pipette et vous voyez que tout de suite j'ai un ciel qui devient un peu plus dramatique, etc. Et mes nuages cette fois-ci ressortent. On peut distinguer les nuages de leur fond, alors qu'avant c'était quasiment plat. Voilà, donc vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Alors après, il y a des réglages qui sont absolument pas opportuns. Ici, par exemple, on a les cuisses de notre jeune demoiselle qui ont tendance à être très claires. Donc si je vais tirer vers le noir, donc là en l'occurrence, on va aller jouer sur le orange et sur le jaune, puisque c'est en gros les couleurs et les teintes qu'on trouvera sur la peau. Si je tape dans le orange, on va voir, vous voyez que, bah voilà, on va jouer sur la peau et essentiellement donc sur nos jambes. Et là, on voit bien que ça marche pas, ça fonctionne pas, ça fait une peau de crapaud, c'est dégueulasse. On part quand même sur des choses qui sont censées être tout de même très claires à la base. Et ça, c'est pas censé être noir dans un noir et blanc quand même. Donc il faut quand même respecter une certaine logique, etc. Mais on verra qu'on peut, eh bien, jouer là-dessus. Alors tout ça, ça me donne envie aussi de vous parler de la synthèse additive et de la synthèse soustractive, puisque ça fait appel aussi à ces notions, les notions qu'on a vues dans la première partie de cette vidéo. Et il se trouve qu'effectivement, ce que je viens de faire là, c'est ni plus ni moins le fait que de mettre un filtre jaune sur mon optique. Et c'est ce qui se passait quand on shootait en argentique sur des péloches noir et blanc. Bon, en numérique, ça peut se faire également aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la même chose, mais beaucoup de photographes argentiques utilisaient des filtres pour justement donner plus ou moins de densité à leur noir, dans leur noir et blanc, et surtout pouvoir choisir ceux qui devaient être blancs et ceux qui devaient être noirs dans leurs images. Et ici, on le voit, j'ai joué sur le bleu et j'ai donc tiré le bleu vers le noir. Qu'est-ce que ça traduit de manière physique? On aurait pu très bien faire ça à la prise de vue en mettant donc un filtre jaune. Pourquoi le jaune? Eh bien parce que c'est la complémentaire du bleu et que le jaune va donc laisser passer, va filtrer tous les rayons rouge et les rayons verts, hein, c'est-à-dire les rayons qui sont les composantes du jaune, à savoir le rouge et le vert étant les composantes du jaune. Il va donc laisser passer ces rayons-là, mais il va bloquer son opposé, sa complémentaire, à savoir le bleu. Et donc tous les rayons bleus d'un paysage vont être bloqués à l'extérieur de l'appareil photo, et du coup sur une pellicule, eh bien tout aura tendance à être vraiment noir. L'exemple du jaune est un exemple parmi tant d'autres. On peut utiliser des filtres cyan, des filtres magenta, etc. On peut avoir besoin de régler ces couleurs dans un noir et blanc. Ça paraît quand même très, très paradoxal, mais pourtant c'est le cas. Maintenant, on va essayer de traiter ensemble une photographie. Donc pour cela, on va utiliser cette photo, alors qui a été prise, on va dire, il faisait quasiment nuit, d'où mes réglages, hein, j'étais à 1/50e de seconde pour 50 mm, j'étais donc au minimum en ce qui concerne la vitesse d'obturation, et puis ben, j'étais à 1.8, ce qui est quasiment mon ouverture maximale, puisque j'ai mon 50 mm ouvre à 1.4, du coup j'étais quasiment au maximum au niveau de l'ouverture, et j'étais quand même sur une valeur ISO assez élevée pour un portraitiste, on va dire, parce que j'ai tendance à shooter à 100 ou 200 ISO à peine, mais bon, on est quand même sur une valeur très raisonnable. On verra que j'ai quand même un piqué quand même très important et que eh bien, j'ai très peu de bruit dans mon image. Donc à 640 ISO, j'ai quand même quelque chose de très très propre. Mais on le voit, ça se passe à l'heure bleue, c'est-à-dire juste après le coucher du soleil, quasiment pendant quelques secondes, on va dire, après le coucher du soleil, je suis vraiment dans une ambiance très bleutée, ça se ressent d'ailleurs, la lumière est bleue, et j'obtiens donc des choses assez douces comme ça, mais voilà, il va falloir faire quelques corrections colorimétriques, ça paraît évident. Donc l'une des premières choses que je fais, c'est que je touche à mon cadrage, moi ici je vais toper un 16/9 parce que j'aime bien le 16/9, etc. Je vais avoir tendance à
peut-être redresser le visage et incliner le chapeau. Voilà, quelque chose de plus dans cet état d'esprit. Voilà, donc ça c'était pour la partie recadrage, on fait ça assez rapidement. En ce qui concerne la balance des blancs, eh bien je vais utiliser l'outil automatique, on va voir que ça va me rendre quelque chose de bien plus naturel en termes de teinte de peau et de... voilà, je vais peut-être minorer un petit peu la machine. Là on est pas mal, ça me paraît quand même vraiment intéressant. Plusieurs choses, sur la colorimétrie, on va déjà commencer par augmenter un peu le contraste global de notre image, pas énormément parce qu'on voit que j'ai quand même quelque chose de très contrasté. Pour savoir si votre image est contrastée, bien évidemment c'est très simple, il suffit de regarder son histogramme, et plus l'histogramme est étendu, plus l'image est contrastée. Donc si mon histogramme était concentré sur la partie centrale de ma petite fenêtre, ça voudrait dire que mon image manque cruellement de contraste. En ce qui me concerne ici, je vais quasiment sur les bords, donc c'est quand même pas mal. En revanche, on voit qu'ici j'ai des petits pics, bon, on parlera peut-être de ça, mais bon, voilà, c'est quand même pas mal. J'ai une image qui globalement est déjà assez contrasté, donc je vais pas taper trop dans les contrastes. Voilà, ça plus 20 c'est pas mal. Ensuite, en ce qui concerne les hautes lumières, tout ça, je vais pas trop y toucher, on a quand même quelque chose de très doux et globalement assez équilibré, donc ça va le faire. Je vais rajouter un petit peu de clarté, juste pour le... 20 c'est quand même beaucoup trop, voilà, 9 c'est pas mal. Bon voilà, pour l'équilibre à peu près global de mon image. Je suis légèrement sous-exposé, c'est dû au fait qu'effectivement j'ai sous-exposé d'un diaphragme à la prise de vue parce que je manquais cruellement de lumière et que j'étais déjà sur des valeurs de vitesse et d'ouverture quasiment très importante. Je voulais pas aller au-delà de 640 ISO parce que je connais quand même très bien mon appareil et je sais que au-delà de ces valeurs-là, je commence à avoir un peu de bruit et un peu de destruction de l'image. Ça c'est mon côté un peu puriste à la recherche du piqué, un peu débile qui sert à rien d'ailleurs, mais bon. On a vu qu'en augmentant un peu le contraste et certaines choses, déjà on fait remonter quelques blancs, quelques hautes lumières qui ont tendance quand même à pondérer un peu ce que je dis. Mais par exemple ici on voit que la teinte de ma peau entre cette zone qui est beaucoup plus éclairée que cette zone qui est sous le chapeau et qui reçoit donc un peu moins de lumière, on voit aussi que les couleurs sont plus denses. Ici, j'ai des couleurs qui se rapprochent de teinte de peau, ici, je suis presque cramé, entre guillemets, en tout cas, j'ai quelque chose de beaucoup plus fade et beaucoup plus doux. C'est très bien, c'est ce qu'on recherche souvent aussi en portrait, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais peut-être même augmenter un peu ça pour augmenter un peu l'exposition sur mon visage, et je vais peut-être travailler sur le haut pour ici avoir encore, alors 67 c'est pas, voilà, avec un petit filtre radial c'est peut-être un peu trop, là ça me paraît assez équilibré. En règle générale je fais aussi une exposition, là on voit que les yeux sont quand même à l'intérieur des orbites entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite profondeur. Et ça, souvent, chez des personnes qui ont les yeux de cette forme, ça peut entraîner une petite sous-exposition de l'œil. Donc j'ai tendance à corriger un petit peu, ouais, mais c'est très très fin. Voilà, je suis à 0,20 IEL, on est vraiment sur quelque chose de très très fin. Les yeux, donc je vais quand même rajouter un peu d'exposition au niveau des yeux. Bon, j'essaie d'aller rapidement parce que l'idée c'est pas de traiter un portrait non plus. Dans sa globalité, c'est de faire de la colorimétrie. Donc ici, je vais avoir envie de relever un petit peu la bouche. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un peu fade et ça demande peut-être un petit peu de correction. Je vous fais déjà un petit avant-après, vous allez voir que entre ici et ici, la bouche elle est déjà quand même bien mise en valeur. En revanche, on peut aller encore plus loin et pour cela, on va aller dans teinte et saturation, faire quelques petits exemples. Donc ici, on va travailler essentiellement sur le rouge. Normalement, le magenta et le pourpre ne devraient pas trop jouer sur les couleurs. Un petit peu pour le magenta, mais c'est dégueulasse. On travaille sur la luminance là en plus. Le pourpre, non, le pourpre ne joue pas du tout, donc on est bon. Donc à mon avis, c'est le rouge qui va jouer le plus. Ouais. Donc là, déjà, en allant vers une valeur de, par exemple, moins 30, moins 40, vous voyez, on voit quand même que c'est quand même important et ça change vraiment la physionomie de la bouche de mon modèle. Ici, elle est beaucoup plus mise en valeur, elle ressort. En plus, ce qui est intéressant, c'est que voilà une raison pour laquelle j'ai pas shooté aussi à pleine ouverture, parce que je voulais conserver quand même de la profondeur de champ. Ici, on voit que mon œil est net. Le deuxième œil est net aussi.
un petit peu moins, mais il est quand même net. Mais déjà le sourcil qui est quelques millimètres en avant, il est flou. Donc ma mise au point, elle est vraiment au poil de fesse. Si je m'étais mis à 1.4, ma bouche aurait été floue. Pour autant, elle est sur le même plan focal ici, donc ou quasiment sur le même plan focal, du coup elle est nette. C'est pour ça aussi que j'ai envie de mettre en valeur cette bouche et pas uniquement les yeux sur mon visage. En ce qui concerne les teintes de peau, ça me paraît être quelque chose de crédible, donc je vais pas trop y toucher. On va pouvoir peut-être jouer un peu sur les bleus, un tout petit peu, ça va pas jouer énormément, mais peut-être récupérer un peu de luminance dans les bleus. Alors je vois que j'agis aussi sur mon chapeau, donc ça veut dire que j'ai quand même pas mal de bleu dans mon gris qui est censé être neutre, donc on va aller taper un peu dans la balance des blancs du chapeau tout à l'heure. Tac, 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 tac. Là, on est pas mal, je relève un petit peu. Saturation, on va taper un peu dans le bleu également. Voilà, donc là j'y vais un peu comme un barbare. L'idée c'est pas de faire quelque chose d'extrêmement fin, c'est de vous montrer que la colorimétrie c'est important et ça met en valeur tout un tas d'images. Voilà, comme je vous disais, je vais essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus neutre sur mon chapeau. Je voudrais juste vérifier que j'agis bien sur le chapeau, on est d'accord. Voilà, c'est pas mal. Et j'ai du coup un chapeau qui devient gris, qui est censé être gris. J'ai pas beaucoup parlé de philosophie, mais effectivement, pourquoi je fais ça? Parce que moi, je sais que le chapeau, lors du shoot, il était gris. Il était gris neutre. Dans l'absolu, je peux très bien partir sur autre chose. Mais j'ai une philosophie quand même en colorimétrie, c'est de me dire, mon RAW, de toute manière, il sera fade, et il sera pas représentatif de la réalité. Donc je vais essayer quand même d'avoir des couleurs qui sont représentatives de ce que j'ai vu le jour J. L'idée ce n'est pas de faire des lèvres violettes si elles étaient rouges, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'absolu on peut le faire, il n'y a pas de souci. Ne serait-ce qu'en tapant dans les teintes, on va pouvoir faire des choses, on peut changer la couleur de mes... Vous voyez là je passe du rouge au violet. Alors, mais c'était pas le cas ce jour-là. Elle n'avait pas les lèvres violettes. Excusez-moi, hein. J'ai un peu du mal à parler aujourd'hui, je suis très fatigué. Donc voilà, mais l'idée c'est d'être quand même un peu fidèle à ce qu'on a vu et essayer de recréer ce qu'on a vu tout en essayant d'embellir les choses. Mon portrait final, il est à côté, je l'avais déjà traité et le voilà. On est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus poussé en termes de développement. J'ai mis du temps, mais c'est quand même assez réaliste de ce que j'ai vu. Même si, effectivement, j'ai quand même bien embelli mon sujet. Mes yeux sont beaucoup plus mis en valeur que sur la photo de base, etc., etc. Voilà comment on travaille en colorimétrie. On essaie quand même de conserver un certain réalisme, quelque chose qui se rapproche un petit peu de ce que l'on a pu voir. J'ai très peu parlé de choses qui sont essentielles. Bien évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de tout ce qu'il y a à savoir en couleur, en post-traitement. Pourquoi? Parce qu'il faudrait faire aussi de la formation Photoshop, il faudrait voir d'autres méthodes, il faudrait voir les couches, il faudrait voir tout un tas de choses dont je ne vais pas avoir le temps de parler. La vidéo est déjà certainement interminable, vu tout ce que j'avais envie de mettre à l'intérieur. En revanche, je vais quand même faire un tout petit rappel. Tout ce que je dis et tout ce que je viens de faire n'a absolument aucun sens si votre écran n'est pas calibré. C'est-à-dire, si votre écran ne vous rend pas les bonnes couleurs. Il se peut que vous ayez un écran qui vous donne des choses très très farfelues. Mais vous pouvez pas le voir, c'est-à-dire que vous pouvez pas savoir si votre bleu il est vraiment bleu, si etc. etc. Et donc du coup vous pouvez travailler à l'aveugle complètement. Et il n'y a qu'en tirant ces photographies qu'on a parfois un petit peu des surprises. On se dit mais c'est pas possible, moi j'avais pas ça à l'écran. Et oui mais c'est parce que votre écran il est pas calibré. Et votre écran il vous donne pas des bonnes couleurs, il vous donne pas des couleurs correctes. Et du coup vous allez pouvoir faire par exemple des fois travailler pendant des années à votre goût, en faisant des choses qui sont à votre goût. Et vous allez vous rendre compte qu'en calibrant votre écran, en fait pendant 2 ans vous avez fait de la merde. Donc c'est très important de calibrer son écran photographie. Le mien est calibré en moyenne tous les 15 jours, donc là je ne l'ai pas fait pour la formation, mais mon petit Color Monkey normalement est rouge en bas et doit me dire que voilà ici mon écran demande à être recaractérisé, mais bon voilà. Il est quand même pas pourri, l'écran, je le sais. Mais voilà, tous les 15 jours, c'est bien. Moi, en règle générale, ce qui se passe, c'est que des fois, je vais pas utiliser mon ordinateur pendant
15 jours, 3 semaines, bah, c'est pas grave, ça va pas être fait. Par contre, si j'ai besoin de travailler en photo, la première chose que je fais, c'est que je calibre mon écran. Surtout si derrière il y a un client, alors là, bon voilà, l'idée c'est quand même d'avoir des couleurs qui ressemblent à des vraies couleurs. Ça, c'est extrêmement important. J'ai pas parlé non plus de la compatibilité avec Photoshop, mais tout ça, c'est dans la formation Lightroom. Il se trouve que dans l'édition externe, ici, on peut choisir un certain nombre de paramètres, et notamment l'espace colorimétrique. L'espace colorimétrique, c'est important. J'en ai déjà parlé aussi dans la vidéo sur les réglages de l'appareil photo. On peut bien évidemment régler Adobe RVB 98 dans l'appareil photo, et c'est ce que je vous conseille. En revanche, ça n'a aucun sens quand on travaille en RAW, puisque ça ne jouera que sur nos JPEG. Beaucoup de gens travaillent en Adobe RVB 98 ou en Pro Photo RVB. Le Pro Photo RVB est encore plus vaste. C'est un espace colorimétrique qui est encore plus vaste et encore meilleur. Je vous conseille le Adobe RVB 98 parce que, on va dire qu'il est quand même très polyvalent et que de toute façon, il y a de fortes chances que votre écran n'en restitue que 90 ou 95 ou au mieux 98% pour les meilleurs écrans. Donc à moins d'avoir après des écrans photo qui coûtent très cher de chez ISO, etc., etc., ne vous prenez pas trop la tête. Essayez d'être au moins en Adobe RVB. Il est quand même meilleur que le sRVB. Ça, c'est pour la compatibilité avec Photoshop. C'est-à-dire que dès que vous allez passer dans Photoshop, il va vous créer un TIFF, et là, du coup, on aura besoin d'un espace colorimétrique. Bon, voilà, tout ça, je reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé. Donc ça, c'était pour tout ça. Et la base de la base de la base, ça reste aussi l'étalonnage de l'appareil photo. J'en ai déjà parlé, j'ai moi-même un user preset avec un profil DCP un peu personnalisé, notamment pour le portrait, pour tout ce qui est teinte chair. J'ai tendance, pour les teintes chair, les teintes de peau, à avoir un profil un petit peu personnalisé, notamment dans les rouges. J'ai des teintes un peu rougeâtres en sortie d'appareil photo, donc ça c'est corrigé sur certaines de mes photographies. En l'occurrence, vous prenez pas la tête. Si vous n'êtes pas des experts en colorimétrie, restez en Adobe standard, ici, pour le profil colorimétrique. Pour le profil, pardon. Donc c'est ce qui se fait de mieux. Alors, ce qui se fait de mieux, ça veut pas dire que c'est bon, hein. C'est-à-dire qu'ils sont tous à peu près mauvais. Mais le moins mauvais de la liste, c'est celui-là. Du coup, vous aurez quand même les résultats les plus neutres et les plus standards, on va dire, dans cette configuration. Vérifiez que vous êtes quand même dans le processus actuel, c'est important, puisque Lightroom travaille avec différents processus et vous avez la possibilité de passer sur des plus anciens. En règle générale, c'est par défaut comme ça, mais vérifiez quand même que vous ayez le bon processus. Ça, c'est quoi? En gros, c'est la dose de vert, la dose de rouge et la dose de bleu qu'il y a dans vos images en sortie de boîtier. Donc c'est quand même important, puisque c'est à partir de cette base-là que vous allez faire toutes les corrections colorimétriques dans le reste de votre logiciel. En revanche, si c'est pas extrêmement bien réglé, c'est pas très grave, parce que comme je viens de le dire, c'est une base. Et de toute façon, les corrections colorimétriques, vous pouvez les faire ici. Et vous pouvez très bien décider que vous ayez moins de rouge dans votre image, etc., etc. Donc, c'est pas forcément extrêmement important, mais c'est la base. Donc, pensez à calibrer vos écrans. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, d'acheter une sonde, vous pouvez en louer pour pas grand chose en général, et vous la louez de temps en temps, au moins une fois par mois. Voilà, ça vous coûte entre 5 et 10 euros. Si vous habitez sur Paris, il y a pas mal de gens qui louent leur sonde colorimétrique, notamment des spiders ou des choses comme ça. Moi je vous conseille la Color Monkey, elle est très très bien pour commencer, elle n'est pas trop chère, elle fait entre 100 et 140 euros selon les périodes. Elle n'est pas trop chère et elle est vraiment de bonne qualité. Voilà. Après, bon, c'est pas le top du top, hein, parce que on peut toujours faire beaucoup mieux, les One Display, etc. Mais bon, voilà, on est quand même sur quelque chose de très correct qui vous permettra de régler vos écrans, et ça c'est quand même très important. Je peux aussi faire les rétroprojecteurs avec, je crois, bon voilà. Après, je vais pas pouvoir calibrer toute une chaîne numérique, hein, on pourra pas calibrer les imprimantes. Voilà, donc la vidéo sur la couleur en post-traitement est bientôt finie. Nous, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas la petite sélection de vos photographies. Donc, envoyez-moi vos fichiers RAW de façon à ce que je regarde un petit peu. On fera justement du traitement Lightroom. Hein, donc là, j'ai pas été au fond des choses. Hein, c'était juste pour traiter la couleur. Hein,
bien évidemment, mais on peut aller beaucoup plus loin sur ce genre de portrait. Comme vous avez pu le voir, voilà, on peut arriver à des résultats quand même un peu plus aboutis. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos fichiers RAW à l'adresse que vous connaissez, brutdecapteur@outlook.fr. Nous on se retrouve mercredi prochain à 11h comme d'habitude, et d'ici là n'oubliez pas de partager, ciao ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.